les intervenants, les décideurs, le grand public et que l'on parle de démarche interactive ou pas. Donc c'est une définition du FQRSC qui date de quelques années, mais qui a, pensons-nous, l'intérêt d'englober l'ensemble des pratiques qui existent et qui sont assez utiles, je pense, pour voir la question du transfert des connaissances de manière relativement globale. Alors, 3 précautions oratoires qui nous semblent importantes. La première, c'est quand on parle de transfert des connaissances, n'y voyez pas là aucun snobisme ou prétention des chercheurs qui savent tout et qui veulent transférer à d'autres qui ne savent rien. C'est un terme très englobant qui n'a aucun lien avec cette vision assez ancienne et dépassée des savants et des non-savants. Donc, c'est simplement un terme qui permet d'englober l'ensemble des choses et qui évoque évidemment, vous allez le voir, les enjeux de partage, d'appropriation et d'échange. On sait évidemment bien, deuxième précaution, que les prises de décision sont influencées par les données scientifiques, mais ne sont pas uniquement influencées par ces données. Donc, également, aucune naïveté de notre côté dans la croyance à des prises de décision toujours fondées sur des données probantes, mais nous pensons qu'il est important de se préoccuper de ces questions-là. Et vous l'avez bien vu dans le cadre de la pandémie, combien de nombreuses décisions ont été prises sans tenir compte des données scientifiques dans de nombreux pays de la planète. Et enfin, troisième précaution, quand on parle d'utilisation de la recherche, il s'agit pour nous aucunement d'instrumentaliser la recherche, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les chercheurs de la planète soient centrés sur des problèmes à résoudre et qu'il est toujours utile et qu'il sera toujours utile, nous espérons, de faire de la recherche plus fondamentale dont l'application, l'utilisation n'est jamais immédiate et parfois jamais pertinente, mais on s'inscrit dans un champ qui est un champ de recherche qui se préoccupe de son application et donc la question du transfert des connaissances est au cœur de ce qu'on souhaite faire. Alors, première partie de la discussion, après cette introduction un peu générale à la définition, quels sont pour nous les différents processus de transfert des connaissances qui peuvent exister? Alors, traditionnellement, il y a 3 grands types de processus et évidemment, ce sont des idéotypes et on pourrait rentrer dans la complexité, mais on va vous les résumer ainsi. À gauche, vous avez plutôt le modèle d'expert où ce sont les chercheurs, les producteurs des connaissances qui vont pousser les connaissances. Alors en anglais, on appelle ça le push model, où ces chercheurs vont produire des connaissances et les communiquer, les diffuser aux utilisateurs potentiels de manière assez directive et assez peu interactive. Le deuxième modèle, c'est celui du centre qui s'appelle la résolution de problèmes, où là, on va aller dans l'autre sens, où les utilisateurs et les personnes qui ont besoin de connaissances scientifiques, de preuves et de données probantes vont aller demander à des experts et des chercheurs de leur produire des connaissances ou de partager les connaissances pour qu'ils puissent prendre des décisions. Là encore, on est dans un modèle unidirectionnel des utilisateurs aux producteurs cette fois-ci. Et enfin, vous avez le troisième modèle assez classique et qui également existe depuis longtemps, mais qui est encore très difficile à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle l'approche interactive, où il va s'organiser des échanges très très fréquents entre les chercheurs et les utilisateurs de la recherche, les producteurs et les utilisateurs, de manière à ce que tout au long de la démarche, ces deux mondes et ces deux types de personnes puissent interagir et avancer dans ce qu'ils veulent faire. Alors, le premier modèle dont on a parlé, c'est ce qu'on appelle le science push en anglais, donc celui où ce sont les chercheurs qui produisent des connaissances et qui les diffusent et les disséminent, qui est un mot assez particulier dans le milieu de la recherche. Nous connaissons tous ces fameux ateliers finaux de projets de recherche et de dissémination des résultats de recherche. Vous avez les chercheurs qui paradent et les utilisateurs qui sont dans la salle qui essayent d'écouter et de lire des diapositives souvent mal faites, trop petites, avec des statistiques dans tous les sens. Et ça, c'est un modèle assez classique pour des utilisateurs qui, eux, vont être
peut impliquer dans la réflexion en amont et avoir un rôle relativement passif dans le processus de recherche. Alors, la recherche sur ce genre de processus montre que cette approche est quand même très critiquée par son volet assez passif et unidirectionnel. Ça peut parfois être utile dans certains domaines. On peut penser par exemple au domaine de la recherche fondamentale ou de la recherche clinique, mais la science montre que ce type de processus unidirectionnel des chercheurs vers les utilisateurs a encore peu d'influence sur le changement de pratique et d'intervention. Le deuxième modèle, pardon, c'est celui qu'on appelle demand pull en anglais, où vous comprenez l'idée est de dire que les personnes, les intervenants, les organisations qui ont besoin de connaissances pour prendre des décisions, par exemple, faut-il décider dans les centres de santé de Madagascar de rendre l'accès aux soins gratuit parce qu'on voit très bien que peu de personnes peuvent se soigner compte tenu de leur capacité contributive. Ça, ce sont des questions que se posent des ONG ou des intervenants. Donc, ils vont aller chercher des chercheurs, des équipes de recherche qui ont des connaissances à cet égard et qui vont leur dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, ou alors qui vont bâtir avec eux et avec elles des processus de recherche pour montrer en quoi cette question est pertinente. Donc là, on est vraiment dans une démarche de résolution de problèmes où la recherche va être mise au service des utilisateurs, ce qui implique évidemment un travail en amont très important au départ. Le troisième modèle vient évidemment, comme souvent dans ce genre de réflexion, des défauts ou des faiblesses ou des défis des deux modèles précédents et va viser à aller un peu plus loin et à rendre les choses de manière interactive où il va y avoir donc un développement global interactif entre d'un côté le modèle poussé par la science et de l'autre côté le modèle de résolution de problèmes. Et on va être dans un modèle très interactif et une approche interactive où chercheurs, intervenants, décideurs vont travailler très très tôt et avant même que les projets de recherche soient écrits, formulés, développés, produits et envoyés aux appels d'offres et aux bailleurs de fonds, collectivement, ils vont décider ensemble de pourquoi je travaille, qu'est-ce que je vais faire, sur quel problème je vais travailler et quelles sont les méthodes de recherche que je vais développer. Mais tout ça dans un processus très, très en amont, ce qui est encore malheureusement rarement le cas. On a encore beaucoup de projets de recherche écrits par des chercheurs dans leur bureau ou alors avec un peu de consultation avec les intervenants, mais ils ont souvent la main mise sur tout ce processus et la collaboration en amont est vraiment parfois difficile, mais en même temps, on voit aussi des intervenants qui planifient des actions sans tenir compte de ce monde de la recherche ou qui vont parfois poser quelques questions à des chercheurs, mais sans aller plus loin et sans remettre en cause leur savoir expérientiel sur la manière dont il faut travailler. Et donc l'idée ici de ces modèles et de ces approches, c'est vraiment de travailler main dans la main, tous ensemble, pour essayer de vraiment réfléchir dans cette perspective à ce qu'il faut faire, comment le faire et comment produire de la recherche autour de la manière dont on travaille. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous allez reconnaître ici des modèles assez classiques de recherche-action, de recherche participative, de recherche interventionnelle. Tous ces mots s'approchent de ces enjeux-là, mais dans le contexte du transfert des connaissances, on est vraiment ici centré uniquement sur la question de la mobilisation de la recherche pour la prise de décision. On est moins dans des processus de recherche-action qui sont peut-être parfois un peu différents, ou de ce que l'OMS appelle implementation research, c'est-à-dire la manière dont les interventions utilisent la recherche pour être formulées, être mises en œuvre, où le volet intervention et recherche est un peu moins présent. Donc voilà la première partie de ce que je voulais vous dire sur les différentes approches et manières
de faire du transfert des connaissances. La deuxième partie réfère à la planification de la démarche. Vous avez compris l'importance de planifier cette démarche très très tôt dans le processus. Et pour ça, comme on conseille par exemple aux personnes qui planifient des interventions, de se préoccuper dès le début de la planification des enjeux de pérennité de l'intervention, contrairement à ce qui se passe souvent où on va se poser des questions de la pérennité des interventions une fois qu'elles sont terminées ou quand elles arrivent à quelques mois de la fin, on se demande comment je vais faire en sorte que mon intervention soit pérenne. C'est souvent malheureusement bien trop tard et il faut de la même chose dans le processus de transfert des connaissances que la question de l'utilisation de la recherche soit posée dès le début de la planification de la recherche et pas à la fin, parce que sinon vous allez louper certaines étapes et certains processus. Et pour ça, on vous propose de vraiment planifier au moment où vous développez votre projet de recherche ce qu'on appelle un plan de transfert des connaissances qui va vous aider dès le début à réfléchir à la manière dont vous allez faire en sorte que vos résultats de recherche ou d'évaluation soient le plus possible utilisés et utilisables. Et pour ça, on vous propose de répondre à un certain nombre de questions assez simples. Je vais vous les présenter maintenant. Évidemment, derrière, il y a un peu de travail et il y a beaucoup de processus collaboratifs à organiser. Mais je voulais simplement vous alerter sur ces grandes questions autour de la production d'un plan de transfert des connaissances. La première question, c'est quoi transférer? Il faut tout de suite se demander, dans la masse considérable de recherche et de connaissances que vous allez produire dans votre projet, que voulez-vous transférer? Qu'est-ce qui est le plus pertinent dans le contexte de votre projet, puisque vous allez devoir évidemment serrer un peu vos résultats et vous ne pouvez pas tout partager à tout le monde tout le temps. Il faut aussi avoir un processus de réflexion sur le quoi. Ensuite, évidemment, en lien avec ça, vous devez vous demander à qui il faut transférer ces connaissances, puisque toutes les personnes qui seraient les utilisateurs ou utilisatrices potentielles de vos résultats ne sont pas les mêmes, n'ont pas besoin des mêmes connaissances pour prendre des décisions, mais vous n'allez pas non plus leur présenter les résultats de la même manière. Donc, il faut identifier aussi très, très clairement à qui vous allez vous adresser pour l'utilisation des connaissances, de manière à adapter vos messages aux caractéristiques de ces acteurs, de ces actrices, de ces organisations. La troisième question à laquelle vous devez vous interroger, c'est le pourquoi. Quels sont vos objectifs de transfert des connaissances? Est-ce que vous voulez changer des pratiques, changer des politiques, influencer des réflexions, transformer des routines organisationnelles? Donc, il faut vous donner des objectifs assez précis, non seulement pour organiser votre plan de transfert, mais aussi pour vous aider ensuite à l'évaluer. On verra combien il est aussi important qu'on puisse évaluer ensemble nos plans de transfert. Le quatrième point est essentiel, c'est la question du qui. Qui va faire ce processus de transfert? Quels sont les messagers qui vont organiser ces processus? Alors, on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de ce nouveau métier qu'on appelle les courtiers, les courtières en connaissance, qui sont ces personnes à l'intermédiation entre les chercheurs et les décideurs, utilisateurs des connaissances, mais vous pouvez réfléchir à l'utilisation de ce type de personnes, ces courtiers ou ces courtières, mais vous pouvez aussi décider que le transfert se fera par un chercheur ou une chercheure, et ce n'est pas toujours le cas, qui a les habilités de communication, de facilité, de crédibilité auprès des décideurs et des personnes qui vont utiliser vos résultats. Bref, il faut s'interroger dans le contexte spécifique de votre projet, qui est la personne ou les personnes ou les organisations les mieux à même de réaliser ce processus de transfert des connaissances. Cinquièmement, il faut vous demander comment ça va être fait. Ce processus de transfert des connaissances peut se faire avec de multiples activités. Je vais vous parler des outils tout à l'heure.
que sont la note de politique, l'atelier délibératif, mais il existe de multiples autres activités que vous pouvez faire qui vont des discussions informelles autour d'un café un matin très tôt avec les ministres à 7h30 avant qu'ils commencent la journée, jusqu'à une conférence de presse, jusqu'à des panels dans des journaux, jusqu'à des ateliers de discussion. Bref, il existe vraiment beaucoup d'activités que vous pouvez faire. Et évidemment, plus vous en faites, mieux c'est, mais mieux elles sont ciblées, préparées en amont et bien organisées, mieux vous allez pouvoir atteindre les objectifs de votre transfert des connaissances. Enfin, même si on commence à avoir de plus en plus de recherches sur les stratégies qui favorisent le transfert des connaissances, on préconise vraiment également que dans chacun de vos projets et de chacune de vos organisations, vous puissiez également organiser un processus d'évaluation des effets de votre transfert des connaissances, puisque vous allez ainsi pouvoir mieux comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché, comment vous pourriez le faire autrement la prochaine fois. Et l'apprentissage collectif, non seulement vous allez également permettre d'augmenter le niveau de connaissance un peu général sur ce qui fonctionne ou pas dans ce domaine du transfert des connaissances, mais en même temps, vous allez pouvoir apprendre vous-même et essayer d'améliorer vos pratiques et nos pratiques pour le prochain processus. Donc, il est essentiel, comme pour toute intervention, de prendre le temps de bien développer un plan d'évaluation, mais aussi un processus d'évaluation rigoureux qui va vous permettre de comprendre l'efficacité et les processus de mise en œuvre de votre activité et de vos processus de transfert des connaissances. Ensuite, vous devez vous demander quand je vais transférer ces connaissances. À quel moment ce processus de transfert des connaissances va s'organiser. Ça peut être très tôt, mais ça peut être aussi un peu plus tard dans le projet ou l'intervention sur laquelle vous êtes en train de travailler. Il faut être capable d'identifier, comme disent les politologues, la fenêtre d'opportunité, le moment où il est important de réaliser ces activités de transfert. Par exemple, si vous faites votre atelier de dissémination ou votre atelier de discussion de votre projet avec les décideurs, le lendemain du Conseil des ministres où il y a une réflexion sur l'activité que vous avez menée, ben c'est trop tard, puisque la décision a été prise. Donc, il faut être capable d'être très agile et de comprendre l'environnement, le contexte sociopolitique de prise de décision, qui soit à l'échelle d'un pays, d'une organisation, d'une ONG, pour identifier les moments où il est important de transférer ces connaissances. Et évidemment, toutes ces activités et ces processus ont un coût. Ce n'est pas gratuit et il faut le budgétiser et il faut vraiment de plus en plus dans nos projets de recherche et dans nos projets d'intervention, comme dans les projets d'intervention, on demande et on propose que les intervenants planifient de manière systématique un budget pour le volet évaluation. Alors parfois on dit 10% du budget. Bon, je pense qu'il est important maintenant aussi dans les projets de recherche de se doter immédiatement lorsqu'on dépose nos protocoles aux bailleurs de fonds, un budget spécifique au transfert des connaissances au-delà de l'atelier de dissémination classique qu'on peut faire à la fin, qui souvent n'est pas très utile pour le transfert des connaissances dans le sens où on l'entend. Voilà, donc donnez-vous les moyens et faisons en sorte que les bailleurs de fonds de la recherche, qu'ils soient les États ou les fondations, puissent comprendre l'importance de financer ces processus, car on aura beau continuer de faire de la recherche, même s'il n'y en a pas assez dans nos contextes, tant qu'on n'aura pas des processus qui en favorisent l'utilisation, ça sera très utile pour qu'on puisse augmenter les lignes dans nos CV de publication, mais pas beaucoup plus que ça. Et je ne suis pas sûr que notre métier soit fondamentalement centré uniquement sur l'augmentation de la ligne de nos CV. Alors, évidemment, je vous raconte ça comme dans un livre, hein, comme dans une théorie. C'est plus difficile à mettre en œuvre que c'est facile à l'expliciter. Je pourrais vous partager après de multiples exemples, expériences si vous le souhaitez, mais il est quand même important de tenir compte, enfin, de la question des facteurs qui vont influencer la prise de décision, car ce n'est jamais aussi facile et jamais aussi direct. Et
ces facteurs sont vraiment multiples et sont liés notamment aux caractéristiques de ces 6 grands éléments sur lesquels j'aimerais m'entretenir maintenant avec vous pour quelques minutes. Alors à droite, le premier élément important, c'est les caractéristiques même des connaissances que vous allez essayer de partager et de transférer. Et la question essentielle de leur caractère compréhensible par les personnes à qui vous allez vous adresser, leur pertinence évidemment aussi pour la prise de décision et donc leur utilité. C'est important de prendre en compte ces enjeux-là parce que bien souvent, les chercheurs, qu'ils soient des chercheurs en laboratoire, des chercheurs qui manipulent des méthodes quantitatives ou qualitatives, on a tous tendance à jargonner et à utiliser des termes compliqués, ce qui rend leur utilisation parfois difficile par les décideurs qui, et la crise de la pandémie l'a bien montré, ont souvent une culture scientifique plutôt réduite. Et donc il faut également tenir compte de ces enjeux sur les connaissances et leur compatibilité avec les besoins, mais aussi les valeurs des personnes, puisqu'on sait maintenant depuis très longtemps ce qu'on appelle la dissonance cognitive et qu'on a plutôt tous et toutes une tendance à retenir ce qui nous arrange et ce qui est lié à nos croyances plutôt que ce qui va à l'encontre de ce qu'on croit. Bien évidemment, des recherches et des résultats de recherche doivent être fiables et de bonne qualité. Et la crédibilité de la source est particulièrement intéressant à montrer. On a des travaux en cours avec une doctorante ici, Amandine Filleul, qui a fait une expérience de lecture de notes de politique qui montre assez clairement la manière dont les connaissances sont perçues de manière très différente lorsque, pour les mêmes connaissances, vous mettez un logo d'une organisation internationale, d'une université du Nord ou d'une université africaine. Et c'est assez triste comme résultat, mais en même temps, c'est la réalité qu'il faut vraiment tenir compte. Alors à gauche, la caractéristique également du contexte politique de la prise de décision est vraiment important à prendre en compte dans vos processus. La question de l'agenda politique et le fait de bien comprendre le contexte sociopolitique entourant la prise de décision. Vous n'allez pas partager des résultats de recherche de la même manière dans un pays qui discute, je ne sais pas, prenons un sujet compliqué comme celui de l'avortement, par exemple, de la même manière d'un pays à l'autre. Il faut vraiment tenir compte de ces agendas, des valeurs de la société et de la manière dont il est possible d'en tenir compte, et puis aussi du degré d'importance dans la société du problème auquel vous voulez vous attaquer. Il est aussi important et essentiel dans des contextes d'administration, je dirais, quasiment francophone, très souvent pyramidal, où les enjeux de pouvoir sont importants, de bien comprendre le processus de prise de décision et le processus très hiérarchique dans lequel nous vivons parfois. Et souvent, les chercheurs sont un peu naïfs à cet égard et il est important de bien tenir compte de ces questions-là pour être capable de savoir auprès de qui il faut parler, à quel cercle de personnes il faut parler pour influencer la prise de décision. Troisièmement, les caractéristiques spécifiques des chercheurs sont aussi importantes. La manière et l'attitude des personnes avec qui vous allez travailler à l'égard du transfert des connaissances face à un processus de collaboration entre des chercheurs et des intervenants est essentiel. On a encore trop souvent dans nos milieux des chercheurs qui ont une attitude, je dirais, assez classique dans le milieu universitaire, de personnes qui savent tout sur tout et qui donnent des leçons et qui sont moins enclins à collaborer, participer, lâcher du pouvoir. Et ça, c'est compliqué dans ce genre de processus interactif. Il faut vraiment travailler sur ces enjeux et ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde a ses habilités. On peut se former, on peut s'améliorer, mais si on est contre ça ou si on ne le valorise pas, ou si on n'a pas du tout envie, il faut travailler avec d'autres personnes qui pourront collaborer, d'où l'intérêt, par exemple, de ces métiers de courtage en connaissance. Il faut vraiment des personnes qui soient et qui aient vraiment envie d'entretenir des liens avec les utilisateurs et les utilisatrices potentielles des résultats et qui aient envie d'adapter leur communication sans faire des diapos avec
des modèles d'équations structurales que personne ne comprend d'autres qu'eux et qui, à la fin, pourraient vous donner des résultats aussi simples et aussi faciles à expliciter que des gens qui vont passer du temps sur des enjeux de méthode en communiquant à des décideurs comme ils communiqueraient à leurs pairs scientifiques. Ce n'est pas du tout ce genre de processus, donc il faut y réfléchir. Et enfin, évidemment, le contexte institutionnel dans lequel travaillent ces chercheurs est central à ces caractéristiques. Si vous travaillez dans une organisation qui valorise votre nombre de publications ou vos nombres de subventions de recherche au détriment du temps que vous passez à l'utilisation de la recherche, évidemment, en tant qu'équipe de recherche, vous êtes moins enclin à vouloir travailler dans ces processus. Et donc, il faut un vrai soutien institutionnel et un appui pour que vous puissiez vous engager dans ce genre de processus. Évidemment, la caractéristique spécifique des utilisatrices et des utilisateurs de la recherche doit être prise en compte et on conseille vraiment, avant de démarrer tout ce type de processus, de prendre le temps d'analyser non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte socio-politique, mais aussi les personnes et les caractéristiques de ces personnes pour pouvoir adapter vos messages, adapter vos processus et comprendre la faisabilité de ce que vous allez faire, puisque le niveau d'expertise, l'intérêt et le goût pour la recherche de la part des décideurs va changer la manière dont il va vouloir ou elle va vouloir s'engager dans ce processus. Prendre en compte le temps et la charge de travail. Ce sont des personnes qui, disent-elles, puisque je pense que tout le monde est très occupé, ces personnes sont très occupées, mais ces personnes ont souvent du pouvoir, mais en même temps, elles ont peu de temps de lecture, par exemple. Et si vous leur envoyez un rapport de 50 pages, vous êtes certain qu'ils ne vont jamais le lire. Même récemment, je discutais avec un conseiller d'un ministre d'un pays ouest-africain qui m'expliquait que même le 4 pages, il n'avait pas été capable de le transmettre au ministre et que le ministre avait demandé un document d'1 page parce qu'il voulait le lire le matin en partant de son domicile pour aller au ministère et qu'il n'avait pas le temps de lire plus. Et donc, il faut s'adapter aussi à ces demandes et à ces requêtes. Alors, évidemment, la question des valeurs et de l'idéologie et des croyances est importante à prendre en compte dans ce processus. Voilà, je me souviens, par exemple, que sur un des projets, on avait travaillé avec une personne qui est devenue ensuite ministre de la Santé qui pense et qui avait dit haut et fort que si les accouchements devenaient gratuits, les femmes allaient faire plus d'enfants. Alors vous voyez qu'on est dans de l'idéologie, mais qu'il est essentiel de comprendre ça pour être capable d'adapter les messages et de comprendre comment vous devez organiser vos processus. Enfin, évidemment, la question des stratégies de transfert et de leurs caractéristiques est centrale à la réussite du processus et qu'il faut vraiment essayer de comprendre et de s'améliorer. On sait qu'il est important de planifier votre processus de transfert en fonction des besoins et également en fonction des moments opportuns, de ces fameuses fenêtres d'opportunité, et d'être là au bon moment. Et donc, l'adage classique que vous connaissez, la bonne personne au bon moment est essentiel aussi dans le processus de transfert, mais le maintien aussi et l'implication régulière et les échanges réguliers est aussi central parce que venir une fois de temps en temps, parfois n'est pas suffisant. Et si vous avez entretenu des liens réguliers pendant des mois et des années avec un certain nombre de personnes qui sont aux clés de la décision, ça peut vous aider vraiment à être autour de ces enjeux-là. Et il est important dans vos processus de transfert de réfléchir aussi à la production de recommandations opérationnelles. On voit encore beaucoup de projets de recherche qui restent au niveau de production de connaissances qui sont assez théoriques, assez conceptuelles, parfois vagues et qui ont du mal à être prises en compte par les responsables parce que leur caractère opérationnel est difficile à comprendre et les équipes de recherche doivent aussi essayer. Ce n'est pas toujours possible et ce n'est pas toujours souhaitable, mais lorsque ce l'est, il faut vraiment être capable d'adapter ce langage et de dépasser cette vision de la recherche et de voir comment nos résultats peuvent être opérationnels et opérationnalisables
Et donc, il faut proposer des recommandations sur la base de vos données probantes, évidemment, mais qui pourraient être opérationnelles. Et enfin, les caractéristiques du contexte organisationnel est très, très important. Alors, quand je parle de contexte organisationnel, c'est évidemment celui des chercheurs, mais aussi celui des décideurs, et de regarder et de voir quel est le leadership à l'interne de votre organisation qui va favoriser les prises de décision fondées sur des données scientifiques. Il faut vraiment que vous ayez du temps, que la culture organisationnelle soit propice à ce genre de processus, mais aussi que vous ayez des incitatifs, non seulement des incitatifs à participer à ce genre de processus et que ça soit valorisé, mais aussi des incitatifs au changement. Si vous êtes dans des organisations qui sont routinières, qui ne veulent pas changer leurs pratiques, ça va être évidemment plus difficile d'organiser un processus de transfert des connaissances. Alors, il me reste 2-3 minutes selon le temps que je vois défiler. Je vais peut-être en prendre 5 parce qu'on a commencé un petit peu en retard et aller un peu vite sur les différents modèles et puis passer rapidement sur les outils. Alors, sur les modèles de transfert des connaissances, comme vous le voyez ici, et on pourrait en ajouter, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes, et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je vous suggère évidemment d'essayer de les lire et de choisir les modèles qui sont les plus pertinents pour vous dans votre contexte. Et il n'existe évidemment pas un seul modèle. Celui que je vous présente ici en 2 minutes, c'est le modèle de l'Institut national de la santé publique du Québec, qui est assez intéressant puisqu'il montre un modèle assez cyclique et très interactif, avec cette interaction entre les producteurs et les utilisateurs des connaissances au centre et autour, vous voyez les 7 grandes étapes qu'il faut comprendre comme des sous-processus qui vont ensemble, mais pas des étapes linéaires, pour essayer de planifier votre processus de transfert des connaissances qui va de la production à la coproduction des résultats de recherche, à leur adaptation, leur diffusion, leur réception par les décideurs, puis leur adoption, appropriation et enfin utilisation, et que tout ce processus est long et compliqué, qu'il faut être patient, persévérant, mais qu'il faut vraiment s'interroger sur cette vision un peu globale et cyclique qui est vraiment indispensable. Les 2 étapes qui sont vraiment les plus importantes selon nous, c'est vraiment la question de l'adaptation de vos connaissances. Alors, non seulement les adapter au plan de recommandation opérationnelle lorsque c'est possible et faisable, mais l'adaptation aussi du langage et de la manière dont vous partagez vos résultats de recherche. Et enfin, celui de la diffusion. Et là, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps, puisque publier un article scientifique n'est pas suffisant, déposer un rapport en ligne n'est pas suffisant, envoyer un rapport par la poste dans une enveloppe à un décideur n'est pas suffisant. Il faut vraiment travailler sur ce processus de diffusion. Enfin, les 2 dernières diapos, d'abord, les outils. Alors, je vais vous parler essentiellement de l'outil de notes de politique. Je pourrais vous parler dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, des ateliers délibératifs, mais je vais juste me concentrer sur les notes de politique comme annoncé par les organisateurs, les organisatrices, pardon. D'abord, vous dire qu'il y a plusieurs termes et que c'est aussi compliqué et que tout le monde a ses jargons et que tout le monde va utiliser des termes différents. On vous a mis ici les grands termes qui existent dans la littérature, mais aussi dans la pratique, sur des notes de politique, donc en anglais policy brief, on va le traduire ici par notes de politique, qui sont assez différentes de ce que certains appellent des notes de recherche, puisque les notes de politique sont vraiment orientées sur la pratique et la prise de décision. Alors, il y a plusieurs types de notes de politique. Vous avez des notes relativement objectives qui vont se limiter à présenter des résultats de recherche, puis vous avez des notes un peu plus de plaidoyer qui vont argumenter en faveur d'une ligne de conduite en particulier et d'une intervention en particulier. Alors, vous avez donc des définitions et elles se placent vraiment sur un continuum et il n'y a pas une réponse unique à ça. Vous avez ici des définitions, je dirais, plus neutres, qui vise vraiment à produire des connaissances et à les diffuser dans une note sur la base de données probantes
avec la précision, la présentation d'options politiques, d'options d'intervention qui vont permettre de résoudre un problème et ensuite les acteurs vont se les approprier, vont prendre des décisions. Et puis, vous avez des termes à droite du continuum qui sont, elles, plus, dirons-nous, interventionnistes, donc orientés vers les actions et les interventions, où il va vraiment s'agir ici de convaincre, mais convaincre à partir de données scientifiques, évidemment, qu'il y a urgence à régler ce problème et en proposant des solutions spécifiques autour de ces enjeux. Vous avez deux manières, hein, deux idéotypes de le voir. Donc, vous avez d'un côté la note plutôt neutre, où vous allez faire connaître des résultats de recherche, et vous avez les notes plutôt interventionnistes, où là, vous allez proposer des solutions concrètes sur la base de vos résultats de recherche pour régler un problème et viser un changement en particulier. Alors, la définition, nous, qu'on privilégie dans notre travail, c'est vraiment de faire un texte court, écrit dans un langage très très clair et dans un format le plus attrayant possible. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la publicité et du marketing, ça veut dire qu'on rend la lecture sympathique pour ne pas perdre notre auditoire. Et vous voyez ici un exemple d'une note de politique qu'on a fait il y a quelques années au Burkina Faso sur la question des accidents de la route et qui vous montre la manière dont on est capable de rendre des connaissances un peu compliquées qui avaient été collectées par un collègue de l'IRD, Emmanuel Bonnet, pour des recommandations en bas à droite, assez simples pour la prise de décision. Et enfin, le gabarit qu'on propose pour l'écriture de vos notes de politique est vraiment de faire quelque chose d'assez simple. Au final, plus de 4 pages recto verso, c'est vraiment compliqué à lire et très long. Et plus de 1500 mots, je dirais même plutôt 1000 mots, c'est vraiment bien. Alors, vous voyez ici un plan qu'on propose avec un titre vraiment court, percutant et qui donne l'information très, très claire. Un résumé pour que les personnes pressées ne puissent lire que ça, mais savoir ce qu'ils doivent retenir. En dessous du résumé, les faits saillants, 3-4 items avec des points clés sur ce qu'ils veulent faire. Puis ensuite, l'introduction, limiter les enjeux méthodologiques vraiment au minimum et au strict minimum compréhensible, et puis ensuite sélectionner vos résultats, fournir des éléments clés et utiliser des figures, des graphiques qui vont vous permettre de rendre la lecture attrayante, mais aussi efficace. Alors, je termine en vous suggérant, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans ce que je viens de dire, je vous l'ai dit, en 40 minutes, mais si vous voulez approfondir vos connaissances sur ces enjeux de transfert des connaissances, nous avons créé il y a quelques mois 2 MOOC qui sont accessibles en ligne, en français et gratuits, en partie grâce au cofinancement apporté par l'IRD et par l'Université de Montréal au Canada. 2 MOOC, le premier est un MOOC d'introduction au transfert des connaissances. Donc, tout ce que je viens de vous dire en 40 minutes a été présenté en quelques dizaines d'heures avec des vidéos, des diapositives et des exercices. Et enfin, on a produit un MOOC d'une quinzaine d'heures pour vous expliquer et vous aider à préparer des notes de politique, comme je viens de vous le présenter. Je vous suggère évidemment à toutes et tous d'aller suivre ces 2 MOOC. Et puis, je vous remercie vraiment pour votre disponibilité et puis je suis heureux d'échanger avec vous maintenant plus en détail. Merci beaucoup Valérie. On a beaucoup de questions, donc on va essayer de t'en adresser un maximum, même si on s'excuse par avance, on ne pourra pas répondre à tout. La première, c'est la suivante. Quel est selon toi le plus grand défi du transfert de connaissances ? Ah, grande question. Alors, le plus grand défi, je pense que c'est vraiment la volonté des uns et des autres de s'engager dans ces processus, de prendre le temps de le faire, de disposer des habilités et de la volonté de le faire, mais aussi des moyens, parce que, comme tout, ça nécessite des moyens et des dépenses et des budgets, et souvent on oublie ça. Et c'est un métier. Tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde ne veut pas le faire, et il faut vraiment travailler avec des gens qui sont experts de ces questions-là. Il faut former les chercheurs, les décideurs, les intervenants à ces enjeux, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi
collaborer avec des gens qui savent le faire et comment le faire. Voilà. Oui, et pour poursuivre avec la question d'Esther de tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs axes qui seraient importants avant d'effectuer un transfert de connaissances. Donc, il y a eu quoi transférer, c'est-à-dire le message en question. Il y a eu aussi quoi transférer et il y a également le contexte institutionnel qu'on devrait tenir en compte. Lequel de ces trois points serait le plus pertinent, d'après vous, à déterminer ou à cadrer avant d'effectuer un transfert de connaissances? Je pense que justement, comme les différentes étapes que j'ai présentées du modèle de l'ISPQ, tous ces points sont importants et il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. Il faut vraiment les prendre dans leur globalité et en tenir compte. Et c'est le maillage de tout ça qui va nous permettre de comprendre ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Ça peut être très peu de choses, mais ça peut être beaucoup d'activités. Et parfois, juste une discussion de café peut être utile, comme un atelier avec 300 personnes peut ne servir à rien. Et donc, il faut essayer de comprendre toutes ces choses-là et de choisir la bonne méthode. Et il n'y a pas de secret et personne ne l'a. Et je ne peux pas répondre à votre question. C'est juste de bien comprendre le contexte. Et je pense que vraiment, c'est ça qui est important. Et c'est les erreurs qu'on commet et que j'ai commises moi parfois, c'est de ne pas prendre suffisamment de temps pour comprendre le contexte sociopolitique de la prise de décision. Et malheureusement, les chercheurs sont très, très peu formés à ces enjeux-là et ont beaucoup de naïveté, mais en même temps, les décideurs aussi ont peu de formation et de culture scientifique. Donc, il faut être capable de travailler ensemble pour choisir ces enjeux. Merci. Question suivante, c'est est-ce que tu aurais un exemple concret d'approche interactive que tu aurais mis en place? Alors oui, il y en a plusieurs. Je vais prendre un exemple, ouest africain, ça va être plus simple. Au Burkina notamment, on a travaillé pendant de très très nombreuses années, je dirais presque 8-10 ans, avec une coalition d'ONG qui avait mis en place un certain nombre d'interventions de santé publique qui visaient à lutter contre la malnutrition, notamment à travers une amélioration de l'accès aux soins de santé en rendant et en exemptant du paiement des soins les enfants et les familles. Et l'idée était de démontrer que scientifiquement, ça pouvait être pertinent et que ça pouvait aider à lutter contre la malnutrition. Donc, pendant de nombreuses années, je dirais 3-4 ans, on a eu un courtier en connaissances qui a organisé de multiples activités. Et puis, nous avons produit des dizaines de recherches sur ces enjeux-là, mais aussi des dizaines, sinon plusieurs dizaines d'activités qui visaient le transfert des connaissances sur le temps long pour que les politiques publiques puissent changer dans ce maillage entre chercheurs et intervenants et bailleurs de fonds. Et au bout de quasiment 8 ans, et donc c'est pour ça que je parlais de persévérance, et il faut parfois vraiment pas lâcher, et c'est parfois difficile, puisqu'on est souvent sur des objets de recherche qui ont des implications sociales fortes, et on est rapidement désespéré de ne pas voir que les choses avancent. Et là, on a persévéré, et au bout de 8-10 ans, une décision politique majeure a été prise avec une politique publique qui a permis de développer à l'échelle nationale ce qui avait été montré comme efficace avec ces intervenants. Et on a même ensuite analysé ce processus dans un article que je pourrais vous partager pour essayer de comprendre ce qui avait marché ou pas marché dans ce processus. Voilà un exemple parmi d'autres. C'est un exemple qui s'est bien terminé. Je pourrais vous donner aussi des exemples qui ne se sont pas du tout bien terminés. Il y a Agathe qui demande, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de se lier de la bonne personne, vous avez parlé d'un ministre, et est-ce que c'est nécessaire d'aller aussi haut et quel autre type de personne ça pourrait être? Alors, je vous parlais de l'exemple d'un ministre parce que sur cet exemple-là en particulier, qui est dans l'article que je vais envoyer dans le chat, on souhaitait changer des politiques publiques.
nous savions qu'il fallait intervenir auprès des ministres. Maintenant, ça dépend vraiment de votre projet et de votre recherche. Vous pouvez avoir besoin de changer des pratiques à l'échelle uniquement d'une école, d'un centre de santé ou d'une ONG. Il faut viser, et d'où l'importance, lorsque vous planifiez votre plan de transfert des connaissances, de vraiment cibler à qui il est nécessaire de partager, de transférer les connaissances pour un changement de pratique et de politique, et ensuite de choisir cette bonne personne en fonction de votre contexte. Et non, il n'est pas toujours nécessaire, et heureusement sinon, de parler au ministre, mais il faut vraiment identifier de votre côté, en fonction de ce que vous voulez changer, les personnes qu'il faut atteindre. Ça peut être des ministres, comme ça peut être la femme du ministre ou le mari de la ministre, comme ça peut être un journaliste, ou comme ça peut être un responsable d'ONG. Merci. Une question sur le transfert. Est-ce qu'il est préférable que ce soit une tierce personne qui l'effectue, par exemple un courtier, pour des questions de neutralité, ou est-ce que pour des questions de crédibilité, il vaut mieux que ce soit le chercheur? Ah, c'est une super question, ça. Et il n'y a pas de réponse, encore une fois. Ça dépend vraiment de votre contexte et de la manière dont ça fonctionne. Et quand je dis le contexte, ça dépend de l'équipe de recherche, par exemple. Vous avez des chercheurs qui sont très crédibles, mais qui sont incapables de communiquer dans des langages simples et accessibles à tous. Mais vous avez des courtiers aussi, comme vous le dites très bien, qui n'ont pas suffisamment de crédibilité ou qui ne sont pas reconnus dans certains contextes pour travailler. Et encore une fois, ça dépend vraiment de à qui vous adressez, comment vous l'adressez. Par exemple, dans un pays ouest-africain où on a travaillé, on a testé pendant plusieurs années un courtier, eh bien, cette personne, au bout de quelques années, a démissionné parce qu'il nous expliquait qu'il était incapable d'être pris au sérieux par les gens du ministère de la Santé à très haut niveau, parce que lui-même n'était pas médecin et parce qu'il était spécialiste du transfert de connaissances, mais il n'était pas médecin. Et les médecins ne pouvaient pas considérer qu'une personne qui n'était pas un docteur en médecine, même s'il pouvait être docteur en santé publique par ailleurs ou docteur en sciences infirmières, n'avait pas la crédibilité dans ce contexte particulier pour partager des connaissances, et qu'il fallait que ce soit plutôt un médecin, même s'il n'avait pas de compétences spécifiques, qui puisse partager des connaissances. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, il faut, là encore, dans l'analyse contextuelle, bien comprendre les valeurs, les idéologies et les manières dont les gens perçoivent les gens avec qui vous parlez pour choisir la bonne personne ou les bonnes personnes ou les bons processus dans ce genre de fonctionnement. Tu n'as pas activé ton Votre micro, micro. Ambre. Il y a une question en fait sur les ateliers délibératifs. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails, notamment sur qui inviter et quoi d'autre il faut savoir sur ce genre d'événement? Bien, alors, les ateliers délibératifs, là aussi, il y a beaucoup d'écrits et je crois que c'est quelque chose de très intéressant. L'idée, c'est de dire on va faire autre chose que l'atelier classique de dissémination des résultats à la fin d'un projet de recherche, comme on le fait parfois, où, je vous le disais, les chercheurs sont sur le pupitre et les décideurs sont en bas, assis, ils écoutent pendant des heures et des heures les discours, et ils prennent parfois de notes, et souvent ils regardent leur téléphone ou ils dorment. Et donc l'idée, c'est de dire, on va faire un atelier où on va essayer plutôt de délibérer, de discuter, de débattre sur les résultats de recherche dans une perspective d'utilisation de ces résultats. Et donc on va organiser des processus qui sont souvent nourris par des notes de politique que vous avez produites avant l'atelier, que vous avez envoyées aux gens avant, que vous demandez aux gens de lire avant. Alors, on rêve souvent parce que la plupart du temps, les gens ne lisent pas avant, mais il faut essayer. Et puis ensuite, pendant ces ateliers, il faut créer des espaces de dialogue, de débat entre toutes ces personnes pour être capable, à partir des résultats de recherche, de votre recherche, mais d'autres recherches également que vous pouvez amener autour de la table, qu'on ait un dialogue, une délibération en disant, ben voilà, cette connaissance-là, elle pourrait être utile pour ça ou pas, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais celle-là, elle est bien, ah oui, tiens, ça, je pourrais changer ma politique d'approvisionnement en médicaments ou de soins pour les enfants ou de formation
des maîtres d'école. Et donc, qu'est-ce que je vais faire à partir de ça et quelle action je vais pouvoir mettre. Mais dans un dialogue et dans un espace de délibération et de discussion où les savoirs scientifiques sont mis à contribution en même temps et au même niveau que les savoirs expérientiels. Et il y a un débat qui s'instaure, mais un débat organisé, délibéré, et pas un combat de coq, là, comme ça peut parfois arriver, mais vraiment une discussion entre tout le monde pour qu'on puisse avancer. Voilà. On pourrait discuter très longtemps sur les ateliers délibératifs, mais je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on en discute. Et qui inviter? Ce sont les personnes qui sont concernées, qui vont pouvoir aider à comprendre le problème et à prendre des décisions. Et malheureusement, souvent, face à cette maladie, la perdimitis, là, les gens qui sont dans les ateliers ne sont pas les gens qui devraient être dans les ateliers. Et c'est un problème important. Et donc, il faut travailler et réfléchir en amont sur qui inviter, comment faire en sorte que ces personnes invitées viennent et n'envoient pas quelqu'un pour les remplacer, et comment ces personnes qui sont dans la salle vont rester ou pas. Et il faut réfléchir à des modalités peut-être plus courtes, peut-être plus longues, peut-être différemment, je ne sais pas, mais il y a vraiment un travail qu'on doit faire. Et encore une fois, ça dépend beaucoup des contextes locaux de fonctionnement qui peuvent être très, très différents en fonction des régions, des pays, des secteurs avec qui vous travaillez. Merci. On va arriver au bout du temps, donc je rajoute quand même 2 petites questions de fin. La première, c'est y a-t-il une communauté de courtiers de connaissances selon les disciplines, ou est-ce qu'ils s'adaptent aux disciplines mais ne sont pas spécifiques? Et la seconde, c'est quelle frontière entre transfert et lobbying? Alors, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de communauté de courtiers. C'est un métier assez récent où il y a, je crois même quasiment pas de diplôme sur ces questions-là. Il y a un vrai besoin et on rêve tous un jour de créer un master de courtage en connaissances. Il y a des métiers et des formations de médiation, notamment dans le domaine culturel, par exemple, mais c'est un autre métier. Donc, il y a un vrai besoin, je pense, de former, de se former et de créer ces communautés de pratique autour de ces enjeux. Alors, la question du lobbying, elle est également intéressante là, parce que le lobbying, dans ma conception, alors que je vais traduire par plaidoyer, elle est vraiment poussée pour un résultat en particulier, mais vous pouvez voir le lobbying de manière très positive en disant que c'est une manière pour vous de vouloir faire en sorte que des résultats de recherche, des données scientifiques soient utiles. Donc, vous allez faire un plaidoyer sur la base de vos résultats de recherche. Alors, vous pouvez appeler ça du lobby si vous voulez, mais ça sera de manière très positive. Et vous pouvez évidemment le voir aussi de manière plutôt négative, faire du plaidoyer pour des boissons sucrées ou de la bière pendant un championnat de foot. Et là, vous êtes dans du plaidoyer qui va être assez différent et assez négatif, évidemment. Donc, je pense qu'il ne faut pas se heurter à des concepts et à des définitions. L'idée du transfert des connaissances, pour revenir, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour essayer de renforcer l'utilisation de la recherche dans des prises de décision et dans nos pratiques. Et on est vraiment dans la volonté de rendre la science aussi utile lorsque c'est possible et c'est pertinent. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup Valérie pour ton implication et merci à tous les participants. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série. Et du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci aussi, au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Alors, j'aurais pu répondre à Margot qui parle de posture critique du chercheur, mais... Margot, elle a une super question, mais oui, en effet. Si tu peux y répondre, hein, Margot, je pense que je la connais, Margot. Est-ce qu'elle est Si Margot est là, il n'y a pas de problème. Je regarde. Alors, Oui, elle est là. Sur la prise en compte de la posture critique. Ok. Alors, Margot, je vais pas vous répondre, je vais essayer de dialoguer. Quelle place pour la prise en compte de la posture critique des chercheurs? Alors, oui, c'est un grand débat, cette question des conflits d'intérêts. On a un papier en cours là-dessus, là, et c'est un enjeu majeur et qui se développe de plus en plus et qui va se développer de plus en plus, puisque malheureusement, les fonds publics pour la recherche
sont de pire en pire et on va tous chercher de l'argent à droite et à gauche. Et ces enjeux sont assez peu discutés. Malheureusement, on parle beaucoup de conflits d'intérêts, je ne sais pas, sur la recherche pharmaceutique. Il y a assez peu dans la recherche sur des interventions en particulier. Et j'aurais aussi là plein d'exemples à vous donner. Mais il y a un vrai débat là-dessus, encore plus dans nos régions où beaucoup de chercheurs font de la consultation à côté pour gagner de l'argent, ce qui est bien ou c'est pas bien, peu importe. Et donc, font pas de la recherche, mais font plutôt de l'évaluation ou de l'expertise qui est bonne et qui parfois qui n'est pas bonne. Et donc, il y a une espèce de frontière brouillée entre tous ces domaines d'expertise, de recherche qui n'est pas vraiment évident. Et je pense qu'il y a un besoin de clarifier par des protocoles, par des conventions où les gens se protègent et explicitent très très bien quel est le rôle de qui et de comment. Et pour l'instant, alors il y a des grands débats, hein. Vous pouvez regarder dans le Lancet et dans le BMJ Global Health, il y a eu plusieurs papiers de chercheurs que j'avais moi aussi signés sur l'appel à plus d'indépendance et d'intégrité de la recherche internationale. Mais on est encore au début quand même, et je pense que c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper parce que ça va devenir de plus en plus discuté et évidemment discutable. Et dans ces processus de recherche où les intervenants, les bailleurs, les chercheurs sont très imbriqués, il faut clarifier les choses assez vite, hein, comme dans les débats qu'il y a sempiternels sur qui est premier auteur, qui est dernier auteur entre les chercheurs. Là aussi, il faut clarifier les choses dès le début pour éviter les couacs et sur ces enjeux-là. Je pense que c'est important. Voilà, mais c'est un autre débat, mais un débat qu'il faut faire et qu'on ne fait pas assez. Merci pour la question, en tout cas. Et puis, je vois qu'il y avait Brigitte, qui est une ancienne étudiante. Donc, Brigitte, merci d'avoir posé la question. Je répondrai à ta question seulement quand tu auras fini ton article de ton mémoire. Sinon, je ne t'ai pas pu. D'accord. Allez, je vous laisse. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne continuation. À la prochaine.